Combien parmi vos proches ont l'image d'un schizophrène violent, aux personnalités multiples qui luttent incessamment ? Combien pensent qu'être atteint de troubles bipolaires signifie être lunatique et avoir des sautes d'humeur d'une seconde à l'autre ? Combien pensent qu'il suffit d'un peu de volonté pour se sortir d'un épisode dépressif ? Connaissez-vous des personnes publiques françaises qui ont rendu leurs troubles psychiques publics ? Les clichés et les tabous sur la santé mentale sont encore nombreux. L'essentiel pour nous est aujourd'hui d'y apporter une réponse et de tenter de déconstruire les idées reçues qui circulent encore à tort dans la société, contribuant à stigmatiser les personnes souffrant de troubles mentaux et empêchant de se faire leur plein épanouissement. Ces clichés peuvent être abordés de plusieurs manières, selon les intérêts propres à chacun. Nous avons choisi de les aborder aujourd'hui sous le prisme de la pop culture. Vous entendrez donc parler dans cet épisode de Mariah Carey, d'Angelina Jolie ou encore d'Alexander McQueen. Je reçois aujourd'hui le docteur Jean-Victor Blanc, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, auteur du livre Pop et Psy, paru en 2019, et qui travaille au quotidien pour déstigmatiser les troubles mentaux et améliorer le quotidien des personnes en souffrance psychique. Cet épisode évoque la dépression et le suicide. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vous trouverez des ressources sur notre site placedesciences.fr. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Jean-Victor. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Donc toi, tu es psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine et tu travailles notamment sur les représentations de la santé mentale dans la société au travers du prisme de la pop culture. Exactement. Donc tu as écrit un livre en 2019 qui s'appelle Pop culture et psychiatrie, qui est très intéressant et dont je recommande la lecture et dont on va s'inspirer pas mal pour l'entretien d'aujourd'hui pour essayer de faire passer des messages à nos auditeurs sur pas mal de clichés qui circulent encore dans la société sur la question de la psychiatrie et de la santé mentale de manière plus large. Alors, on va commencer par une question qui concerne la comparaison entre les différents pays. En France, on connaît très peu de personnes publiques, au final, qui ont évoqué jusqu'à présent des troubles psychiques, qui ont dit publiquement qu'elles étaient atteintes de dépression, de troubles bipolaires, de schizophrénie ou d'autres troubles psychiques, alors que finalement, dans d'autres pays, il semble que les personnes publiques ont moins de réticence à faire part de ce genre de troubles, alors qu'en France, les personnes publiques sont plus enclines à faire part un peu de leur maladie somatique. Comment est-ce que tu expliques justement qu'en France, on n'en soit encore là aujourd'hui? Est-ce que des personnes publiques aient beaucoup de mal à parler de leur santé psychique alors que la santé physique est beaucoup moins tabou? Je pense que c'est une très bonne question. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Je pense que d'une manière générale, c'est vrai que l'exemple, et du coup, beaucoup d'exemples que je cite sont américains ou anglo-saxons. Parce que je pense que déjà, dans la culture américaine, il y a quand même cette facilité à parler de soi, facilité à parler de son parcours, et donc facilité aussi à parler des embûches et notamment de la maladie. Je pense que même si en France, on évolue, et là-dessus, tu as raison sur la question, enfin la différence entre le traitement de, on va dire, la maladie somatique et la maladie mentale, mais ça reste quand même, on n'a pas d'exemple en France aussi emblématique que Selena Gomez qui va montrer, qui va parler de son lupus et qui va montrer sa cicatrice de néphrectomie, donc le moment où il lui a enlevé un rein justement parce que en rapport avec sa maladie. C'est vrai que ça reste une manière de se mettre en scène également, de parler de soi, ou pareil avec Angelina Jolie autour de son cancer du sein et la mastectomie. Donc c'est vrai qu'il y a déjà dans la culture de l'entertainment américain cette facilité à parler de soi. En France, on est quand même à des années-lumière de ça, même si effectivement
on commence à parler plus de maladies, en tout cas physiques. Pour ce qui est psychique, c'est vrai que ça reste le grand tabou, ce qui est vraiment dommage parce que typiquement, moi, dans mon travail de pédagogie autour de la santé mentale, c'est sûr que du coup, on me «reproche» entre guillemets, parfois d'utiliser, abondamment des célébrités américaines. Alors bon, il y a aussi, quelque chose qui est que la pop culture est quand même essentiellement américaine et que, on n'a pas tout à fait de stars aussi, peut-être mythiques, ou emblématiques que, les stars américaines, d'une part, mais aussi c'est un peu un aveu on va dire d'une manière de parler de sa santé qui est quand même différente et qui est moins, facile, en France. Après, souvent, moi, je fais des parallèles entre, la stigmatisation autour de la maladie mentale et puis d'autres stigmatisations. C'est vrai que, aux États-Unis, ils parlent beaucoup plus facilement de, l'orientation sexuelle, comment ils se positionnent, en termes de, genre, en termes d'ethnie également. C'est sûr que c'est, des sujets qui sont encore, beaucoup plus difficiles, à parler et à évoquer dans la sphère publique et notamment pour les célébrités ou les personnages publics. Donc, je pense qu'il y a cet effet-là et puis il y a aussi le fait que la santé psychique est traitée un peu, de manière différente. Et justement, tu as évoqué l'exemple, d'Angelina Jolie et de sa mastectomie qui a reçu, majoritairement des messages, de soutien, des messages positifs, après l'annonce, de cette opération, en raison d'un risque génétique qu'elle avait de développer une certaine forme de cancer de sein. Et tu la compares à celle de Mariah Carey qui, elle, a reçu pas mal de critiques et de messages négatifs, après l'annonce de son diagnostic de trouble bipolaire. Donc là aussi, finalement, même aux États-Unis, quand il s'agit de santé mentale, il y a quand même certaines réticences de la part de la société à finalement à entendre ce genre de choses. Comment est-ce que tu expliques ça, Effectivement, c'est un peu 2 poids 2 mesures, et notamment, si on met en parallèle ces 2 célébrités qui, pour le coup, sont américaines. Effectivement, on a fait une étude, dans le service, alors c'est sur une petite analyse, on va dire des répercussions sur les réseaux sociaux de la prise de parole de Mariah Carey et on montrait que, il y avait 15 de messages, sur Twitter et sur Facebook qui étaient, stigmatisants ou négatifs, et donc c'était le troisième contingent de messages, après les messages de fans et les messages de soutien. Et surtout quand on regarde le contenu de ces messages, c'était des choses du style, «Ah bah, on a toujours su qu'elle avait un problème», ou à l'inverse: «Ah bah, elle fait ça pour, qu'on la plaigne, elle fait ça pour, parler de son prochain album, c'est du cinéma» et cetera et cetera et donc ce qui m'a vraiment, interpellé, c'est que finalement, au-delà du phénomène people et puis de la haine sur les réseaux sociaux qui est un autre sujet bien évidemment, c'est que, finalement ce qu'on lui reprochait entre guillemets, en mettant en doute son diagnostic, en ironisant sur sa souffrance, c'est finalement ce que vivent au quotidien beaucoup de personnes atteintes, de troubles. C'est-à-dire que, quelqu'un, qui va, parler de son cancer, on peut avoir des réactions négatives bien évidemment. Il y a des gens qui vont avoir peur, il y a des gens bon chacun réagit et il y a encore des choses bien sûr, perfectibles là-dessus. Mais personne va, oser dire, «Ah bon, mais tu es sûr que c'est un cancer?» «Ah bon, mais j'ai pas vu la prise de sang qui montre que tu l'as eu», «Ah bon, mais de toute façon, le cancer, ça se traite, c'est une question de volonté». Bon, c'est sûr que toutes ces idées reçues, c'est pourtant ce que doivent affronter les personnes quand ils parlent de leur diagnostic, quand ils ont déjà le courage de l'évoquer et donc finalement, ça rend, je trouve, cette prise de parole de Mariah Carey, plus emblématique et pour le coup qui dépasse, le phénomène, un peu, people, de quelqu'un qui parle de sa santé mentale quoi, c'est sûr. c'est intéressant ce parallèle que tu fais justement, quand tu parles du cancer en disant que, on n'a jamais ce genre de commentaires en disant, «Il suffit de la volonté pour guérir de sa tumeur», «On n'a pas vu ta prise de sang» et cetera. Parce que, finalement, des personnes qui souffrent de dépression s'entendent souvent dire ce genre de choses. «Est-ce que tu es sûr que c'est pas juste fatigué? Tu es pas juste un gros flemmard qui n'a rien envie de faire de sa journée? Bouge-toi un peu, ça va aller mieux, moi aussi ça m'arrive de déprimer». En gros, c'est ce genre de choses qu'entendent les personnes qui souffrent de dépression, au quotidien. Tu un entourage qui est pas forcément informé, qui ne comprend pas forcément la situation et qui ne comprend pas que la dépression est une vraie maladie, qui a des éléments objectivables. Comment est-ce que, tu expliques qu'on en soit encore là aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut faire comprendre, aux gens que la dépression et les autres troubles psychiques sont des véritables maladies et pas des caprices?
Bien sûr, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'effectivement, expliquer que, ce sont des maladies et on va dire les définir, avec un outil commun, je pense que c'est quelque chose qui fait, qui participe à la meilleure compréhension de ces enjeux-là et c'est sûr que là-dessus, quand on parlait des différences, franco-américaines, l'héritage, très, important qu'on a, en France autour de la les théories psychanalytiques, peut-être à un moment on jouait un peu en notre défaveur dans le sens où, ces théories, proposaient une grille de lecture qui était peut-être pas la plus, explicite ni la plus pédagogique, pour le grand public. Et ça, on le voit encore énormément en consultation, avec parfois des représentations, de soit voilà, tout le monde est malade, soit au contraire personne ne l'est. Donc bon, je pense que, c'est déjà, essayer de bien définir, de savoir de quoi on parle et c'est pour ça que j'essayais et je m'y suis astreint dans le livre de, garder un côté très clinique et très, pédagogique avec, voilà, les limites que ça a également en termes de réduction de l'expérience humaine par des symptômes décrits bien évidemment, mais en même temps, c'est quand même une base commune qui permet justement de parler de maladie. Après, je pense qu'il faut, garder en tête qu'il faut pas non plus, comment dire? Trop, biologiser les choses, dans le sens où beaucoup d'études, enfin, certaines études ont montré que ça pouvait aussi participer à la stigmatisation parce que si on dit, «Bah, oui, la schizophrénie, c'est une maladie du cerveau et c'est les connexions neuronales qui fonctionnent plus et enfin, moins bien ou différemment et donc c'est un état de fait», ça a tendance à augmenter, en fait, le rejet de la population envers, ces troubles-là. Donc je pense que enfin ce à quoi j'essaie de m'astreindre, la ligne de crête, c'est à la fois expliquer que, du coup, les personnes n'y sont pour rien et c'est sûr que c'est, une grande part déjà de la construction de la relation thérapeutique et puis du coup du soulagement aussi pour les patients de recevoir, ces diagnostics, cette explication. Après, au-delà, ce que les études montrent, c'est que le mécanisme le plus puissant pour changer, l'image d'une maladie, c'est finalement quand les personnes concernées, en parlent. Donc, dans ce podcast, je pense que c'est vraiment ce que tu as à cœur de faire. L'idée, c'est que, oui, dire la schizophrénie, c'est une maladie, mais, idéalement la sortir de, quelqu'un atteint de schizophrénie et qui explique sa maladie, qui montre que oui, c'est une maladie, c'est un handicap, mais c'est pas, Shining ou le Joker ou, et cetera. Donc je pense il faut vraiment essayer de combiner les 2, même si c'est pas évident et d'où, l'intérêt de la multiplicité des approches. Moi, j'utilise la pop culture, mais d'autres utilisent bien sûr, plein d'autres outils et tant mieux, pour pas non plus être dans quelque chose qui soit trop, réducteur finalement, autour des messages qu'on fait passer sur la santé mentale. Tu évoquais à l'instant justement cet exemple de la schizophrénie qui a une image extrêmement négative dans la société. En général, quand on pense à un schizophrène, on pense à quelqu'un de violent, un tueur en série, qui a des personnalités multiples, qui lutte en permanence dans sa tête. Alors qu'au final, on sait aujourd'hui que les schizophrènes sont surtout dangereux pour eux-mêmes, puisqu'ils ont un risque de suicide qui est beaucoup plus important que le reste de la population du fait des répercussions de leur pathologie. Comment est-ce que tu expliques qu'on ait encore ce cliché-là aujourd'hui, avec tous les moyens d'information qu'on a? Et est-ce que tu sais, nous dire d'où vient ce cliché du schizophrène violent avec, plusieurs personnalités? Alors c'est une question qui est très intéressante. Alors savoir d'où il vient, je pense que finalement, l'image que les gens ont de la schizophrénie, c'est un peu l'image, associée à la folie finalement, qui est un peu différente et ça il y a une étude, notamment du CCOMS là-dessus sur les représentations des différents types de folie, enfin en tout cas de maladies psychiques et donc d'un côté, il va y avoir la dépression où là on se dit: «Oui, c'est, quelqu'un qui est un peu feignant et bon il est un peu comme nous mais s'il se secouait, ça irait mieux», donc c'est ça la représentation. Pour le coup, la personne atteinte de schizophrénie, ça va être le fou, et on voit que dans le grand public, ça suscite des réactions qui sont complètement différentes. Par exemple, autant, par rapport aux antidépresseurs, les gens vont avoir une grande défiance, en disant: «Bah, oui, de toute façon, puisque les gens sont pas malades, en fait, à quoi bon, prendre des médicaments? C'est de la facilité». Par contre, si on interroge les personnes sur, qu'est-ce que vous pensez des antipsychotiques, des traitements de la schizophrénie?
Là, pour le coup, les gens sont plutôt favorables dans le sens un peu de, sinon, ils vont être dangereux, sinon ils vont être incontrôlables. C'est que ça c'est quelque chose qui est toujours saisissant quand j'explique, à des amis ou dans un cadre, privé que, oui, beaucoup de personnes et la plupart des gens et heureusement qui sont atteints de schizophrénie, ne sont pas hospitalisés et sont, dans la rue, parmi nous et vivent dans la cité. Souvent ça suscite des réactions de crainte: «Ah bon? Mais pourquoi ils ne sont pas enfermés?» et cetera. Donc comme si c'était vraiment, effectivement des malfrats, des criminels, qu'on, décidait sciemment de, laisser dans les rues, au bon vouloir de ce qui pourrait nous arriver. Bon, quand on a rencontré déjà quelqu'un atteint de schizophrénie, on se rend compte que c'est très différent et qu'effectivement, c'est plutôt, et principalement des personnes qui sont plus vulnérables que les autres, et qui du coup, évoluent dans notre société avec cette, difficulté, ce handicap lié à cette, vulnérabilité, plus que vraiment une violence. Donc finalement, je pense que, quand, les gens imaginent la schizophrénie, ça va être en fait, oui, un peu, la folie, vaguement cette idée effectivement de trouble de la personnalité multiple, bon, qui a rien à voir avec la schizophrénie, mais je pense que c'est vraiment la maladie derrière lequel, on met un peu, une sorte de fourre-tout, qui va de, la psychopathie aux troubles de personnalité multiple, à la violence, à la pédophilie, enfin vraiment, tout, ce que, la société craint, sauf en fait finalement, ce qui est vraiment la schizophrénie, où, ça va être très rare que les personnes ont une image à peu près, représentative, de la maladie. Un autre des aspects, de cette problématique, ça va être le fait que, dans les médias, la majorité du temps, quand le mot schizophrénie est utilisé, c'est pour, parler d'ambivalence ou, d'inconstance ou de choses négatives, jamais pour la maladie. Donc on voit que finalement cette maladie, elle est complètement dépossédée en fait de son sens, médical. D'où l'intérêt, encore une fois, je pense, de quand même, revenir à cette définition médicale et de pouvoir un peu, l'expliciter ou alors carrément changer de nom comme il y a beaucoup de débats actuellement. Et justement, est-ce que tu peux nous décrire, en termes médicaux, en quoi consiste réellement la schizophrénie, du coup, pour remettre un peu les points sur les Bien i? sûr. C'est une pathologie qui est extrêmement, difficile aussi à appréhender et je pense que c'est aussi pour ça que, que c'est compliqué à expliquer, que notamment c'est beaucoup moins, cinématographique et facile que, le trouble de la personnalité multiple, type, Split pour les amateurs de de sensations fortes. La schizophrénie, ça va être une pathologie où il va y avoir, 4 grands groupes de symptômes. Le plus caractéristique, c'est ce qu'on appelle la désorganisation psychique, c'est-à-dire qu'il y a une perte d'intégrité en fait entre les pensées, les émotions et les comportements. Donc les personnes vont faire quelque chose, qu'ils n'ont pas forcément en tête, vont, ressentir une émotion qui va pas être accord avec ce qu'ils pensent, et donc tout ça, ça va donner des troubles du langage, des troubles du cours de la pensée, des troubles du comportement et puis, les 2 autres, enfin les autres groupes de symptômes, il va y avoir souvent ce qu'on appelle des symptômes positifs, donc des hallucinations. Donc ça, en général, on arrive à imaginer plus facilement ce que c'est. Donc c'est une perception sans objet, des croyances délirantes également et puis, un ensemble de, ce qu'on appelle les symptômes négatifs et les troubles cognitifs. Donc ça va être en fait tout ce qui va venir, empêcher la personne d'avoir une vie, sociale, une incapacité en fait avec un déficit à aller vers les autres, à, ressentir des émotions, à, finalement avoir une activité sociale. Donc finalement, je pense que c'est aussi pour ça, c'est que ça complète ma réponse précédente, que la schizophrénie est aussi mal comprise. C'est vrai que c'est une pathologie qui est difficile à comprendre, si on n'a jamais vu de personnes atteintes et d'où l'intérêt du cinéma, je trouve, sur la question, pour essayer de se représenter ça. Tu parles, justement du cinéma qui peut aider, à se faire une meilleure image, de la santé mentale. Est-ce qu'à ton avis, les films, qui sont sortis récemment, ou ceux qui sont en cours de tournage dont tu aurais connaissance, sont à même de déstigmatiser la santé mentale ou est-ce qu'ils continuent à faire perdurer ces clichés, qu'on a depuis quelques années? Je suis persuadé qu'on évolue dans le bon sens. C'est vrai que, aujourd'hui, sur la santé mentale comme sur d'autres sujets, les réalisateurs sont quand même astreints, à une certaine, représentativité.
et que finalement, répercuter, réexposer les mêmes clichés, c'est, prendre le risque de s'exposer à finalement, des remous médiatiques. Donc, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles il y a une certaine responsabilisation, du traitement de la santé mentale. Je pense que, il y a beaucoup de choses qui font que, la situation elle est différente aujourd'hui. Je pense que le fait que ce soit plus présent dans notre société fait que ça donne une visibilité au problème. Le fait qu'on soit aussi plus, vigilant évidemment, vis-à-vis de ce que peuvent ressentir, les personnes en situation de minorité, de handicap, ou victimes de discrimination. Donc là aussi, je pense que c'est, finalement la santé mentale, bénéficie quelque part de ce mouvement qui traverse pour le coup le cinéma, mais aussi les autres médias et les autres arts. Et puis, finalement, pour citer quelques exemples, je trouve de séries ou de films un peu, iconiques récents, il y a la série, Euphoria, qu'on peut voir sur, Canal+, qui est une série HBO, qui est vraiment, extrêmement emblématique de ce nouveau regard. Ça parle de jeunes, atteints de troubles psychiques, tous n'ont pas un trouble psychique d'ailleurs, mais pour le coup, c'est quand même très présent ça et l'abus de substances. C'est traité de manière très moderne, très esthétique, donc ça montre qu'on peut faire une très belle série, sur ce sujet-là, sans, avoir un regard qui serait, moralisateur vis-à-vis des personnages, ni, misérabiliste, ni, condescendant finalement vis-à-vis des personnes souvent et ce que je constate, pour m'intéresser pas mal à la question, souvent ces œuvres-là, qui portent un regard qui va être, juste et intéressant sur la question, enfin intéressant selon moi bien évidemment, ça va être des personnes qui sont concernées, à titre, personnel par la maladie. Donc en l'occurrence, Sam Levinson, le créateur d'Euphoria, il a beaucoup parlé, il a fait beaucoup de films d'ailleurs sur le sujet, de la dépression dont il a été atteint adolescent, du, recours qu'il a pu avoir à certains moments de sa vie sur les substances. C'est, vrai également pour, l'actrice principale Zendaya. Donc, ce que je trouve vraiment fascinant dans cette nouvelle manière de traiter la santé mentale, à l'écran, c'est que finalement les personnes, ça vient pas de nulle part. C'est pas non plus, parce que ça pourrait, et parfois c'est des questions qu'on me pose, savoir si c'est pas un peu, taxé d'opportunisme. C'est vrai que c'est une réaction aussi très française de dire: «Ah bah oui, maintenant de toute façon, dans toutes les séries, voilà, il y a un noir, il y a un homo, bah maintenant il va y avoir un déprimé», bon, c'est une manière française de voir le divertissement, mais toujours est-il que, je pense pas que ce soit très, vrai ni adapté parce que au contraire, heu, pour reprendre un autre exemple, Selena Gomez dont on a parlé tout à l'heure, c'est elle qui a produit la série, Certain Reason Why, donc qui a vraiment fait date, sur, le traitement du suicide, à l'adolescence. Donc ça vient, ça vient pas de nulle part finalement, To the Bone, qui est disponible sur Netflix sur les troubles du comportement alimentaire. La réalisatrice et l'actrice principale, donc Lily Collins, ont fait part de leurs troubles du comportement alimentaire dont elles ont été, atteintes et pour lequel elles sont en rétablissement. Donc je pense que derrière, il y a vraiment un message et un vécu et c'est ce qui rend la manière de le traiter fascinant, je trouve. Tu as utilisé le mot de rétablissement, qu'on entend de plus en plus, dans le domaine de la santé mentale depuis quelques années, mais qui peut rester assez flou pour les personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le rétablissement? Bien sûr, le rétablissement, en fait, ça va être un concept qui est proche, mais qui est pas similaire de la guérison. Donc la guérison, ça va être, l'absence de symptômes. Donc la guérison, c'est un objectif qui va être, médical dans le sens où, bah, le cancérologue, il veut que ses patients y guérissent et donc, il aimerait bien que, ils aient plus une cellule cancéreuse dans le corps. Dans une vision médicale de la dépression, bah, ce serait pareil, ne plus avoir de symptômes de dépression et cetera. Donc le concept de guérison, c'est un concept qui est médical avant tout. Celui de rétablissement, il est un peu différent. Il se rejoint dans le sens où, c'est l'idée de quelqu'un qui va bien et qui n'est plus empêché, par, son trouble psychique, dans sa vie. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui reprend le contrôle et qui, fait ce qu'il a envie de faire. Donc ça veut pas forcément dire qu'on est, guéri, dans le sens où, par exemple, la schizophrénie, on n'est jamais, c'est une pathologie qui est chronique, donc comme un diabète, on n'en guérit pas dans le sens, strict du terme.
Par contre, on peut être rétabli et on peut être rétabli, en ayant une schizophrénie, en ayant encore des symptômes délirants ou des hallucinations si elles sont bien tolérées et si la personne, ça le handicape pas dans son quotidien. Après c'est sûr que, là pour le coup, c'est une vision qui est très, médicale, hein, mais qui est, du coup celle que j'ai au quotidien. Être rétabli alors que, sa santé, est en très mauvais état, par exemple, être, extrêmement halluciné, être en dehors de tout soin, errant dans la rue, en étant rétabli, c'est sûr que c'est quand même très difficile, je pense pour la plupart des personnes. Donc, c'est des concepts qui sont proches, qui sont pas superposables, mais qui sont pas non plus antinomiques. Je dirais pas que, le rétablissement, ça n'a rien à voir avec la guérison. Alors dans ton livre, tu parles aussi, du fait que le diagnostic d'un trouble mental est souvent difficile à entendre pour les personnes, qui consultent, presque moins à cause de la maladie en soi que, pour une sorte de stigmatisation anticipée, en réalité, dont ils pourraient faire l'objet, si leur diagnostic venait à s'ébruiter. Comment est-ce que tu expliques, qu'on en soit arrivé là, aujourd'hui? Que les personnes souffrent plus d'une anticipation de stigmatisation, donc d'une stigmatisation totalement intériorisée dont ils pourraient être victimes, que par le fait de, s'apprendre à être malade? Évidemment, dès qu'on annonce un diagnostic en médecine, c'est, rarement un moment, heureux. Ça reste, mettre un nom, sur une souffrance. Donc, évidemment, c'est pas de gaieté de cœur, d'un côté ou de l'autre. Après, ce qu'on constate quand même la plupart du temps, c'est qu'en posant un diagnostic, ça permet de, déjà déculpabiliser la personne vis-à-vis de ce qu'elle ressent, notamment quand elle a pas trop d'idées de ce que ça peut être. Quand on a mal au dos, pendant plusieurs jours, qu'on va voir un médecin et qui nous dit: «Ah bah, c'est un lumbago» ou «C'est une sciatique». Bon, on n'est pas forcément plus avancé tout de suite, mais au moins on se dit, voilà, c'est pas, typiquement, c'est pas dans ma tête ou c'est pas, autre chose, c'est pas plus grave, c'est pas moins grave. On est quand même rassuré même si, ça va pas forcément, plus loin que ça. Pour, la santé mentale, c'est vrai également, notamment pour les premiers épisodes, par exemple, de dépression, ils vont pas avoir conscience du fait que, le fait qu'ils pensent être nuls toute la journée et qu'ils sont crevés et que, ils arrivent plus à lire 3 lignes de suite, en fait, c'est une maladie. C'est pas eux qui sont devenus, incompétents ou nuls ou, insuffisants comme souvent, déjà ils peuvent le ressentir, mais aussi l'entourage peut leur envoyer. Donc, déjà, ça fait déjà un premier tamis qui est quand même pas évident, à passer pour les patients. Ensuite, on leur annonce le diagnostic et c'est vrai que souvent, c'est plutôt un soulagement, notamment parce que, bon là, c'est aussi ma nature, mais je suis assez optimiste et c'est vrai que, la dépression, c'est une maladie qui se traite plutôt bien, dans la plupart du temps, enfin la grande majorité des cas, on atteint justement le rétablissement ou pour le coup la guérison avec, l'amendement de tous les symptômes. Donc, c'est pas, une pathologie qui est contrairement à l'idée qu'on en est, qui soit complètement, étrange et surtout, pour lequel il y aurait aucun espoir. Je veux dire, on traite mieux la plupart des troubles psychiatriques que les troubles neurologiques où, quand on annonce un Parkinson à quelqu'un, c'est un traitement pour le coup qui va viser à enlever certains symptômes, mais qui, n'empêche pas l'évolution du trouble. Donc ça, je pense que c'est important d'avoir en tête pour que les personnes qui écoutent puissent un peu, se représenter, ces différences-là. Donc, bon, moi, quand j'annonce une dépression, je dis: «Bah, voilà, c'est une dépression, vous mais la bonne nouvelle, c'est que ça se traite plutôt bien». Mais ce qui va être ensuite compliqué, c'est effectivement le fait que les personnes, soit ont déjà intériorisé, de la discrimination et ça, encore une fois, je pense qu'on peut faire des parallèles avec, l'orientation sexuelle, par exemple, ou d'autres types de discrimination. Donc déjà, ils vont, pouvoir le prendre comme, étant, finalement quelque chose de péjoratif. Annoncer une schizophrénie à quelqu'un et sa famille, c'est sûr que c'est pas le diagnostic le plus, évident à porter et ça va pas être, quelque chose qui va être accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, hein et ça on peut tout à fait l'entendre puisque le mot a encore continue de faire peur. Mais ensuite, c'est vrai que, il va y avoir ce phénomène très propre à la santé mentale et
tout ce type de discrimination dit, non visible. C'est-à-dire que la personne va être dépositaire du secret, de se dire: «Bah, est-ce que j'en parle ou pas? À qui j'en parle? À quel moment j'en parle? Comment j'en parle?» Sachant que encore une fois, on parle de quelque chose qui déjà est douloureux pour la personne. Donc c'est pas non plus, en parler, comme on parlerait de quelque chose d'anodin ou de banal. Là, il s'agit d'un problème de santé et donc finalement, la personne va se retrouver dans cette ambivalence de dire: «Bah, est-ce que c'est mieux d'en parler, quitte à, recevoir de la discrimination ou est-ce que c'est mieux de cacher?» Et pour le coup, vivre avec ça et porter ça tout seul. Donc c'est vraiment des dilemmes qui sont un peu cornéliens, pour les personnes qui reçoivent, le diagnostic. D'où l'idée d'essayer alors, c'est sûr que, on fait de notre mieux et il y a encore beaucoup de choses qui sont perfectibles, hein, dans la prise en charge des maladies mentales, ça c'est certain et je pense que personne, dirait le contraire. Par contre, ce sur quoi on peut agir aujourd'hui et qui, est, particulièrement injuste, je trouve pour les personnes concernées, c'est que sur toutes les idées reçues pour le coup, aujourd'hui il y a pas de raison, qu'effectivement, quelqu'un puisse pas dire: «Je suis schizophrène», sans que, on se dise: «Bon bah ça y est, il va sortir un couteau, et je vais y passer». Ça pour le coup, il y a pas ça repose sur rien et au contraire ça repose sur des idées fausses et ça pour le coup je pense que c'est vraiment à nous tous, de changer ça dans la société et que c'est pas quelque chose qui, nécessite de, grandes découvertes sur, l'épigénétique, de la schizophrénie par exemple, quoi. Et pour compléter un peu sur sur ces clichés, un peu négatifs qu'on a sur la psychiatrie, beaucoup de personnes qui ont jamais mis les pieds dans un service de psychiatrie s'imaginent, des longs couloirs qui ressemblent à des couloirs de prison, remplis d'individus en camisole de force, qui reçoivent des traitements, vraiment, contraints, qui sont totalement sédatés par de multiples, cachets. Au final, toi qui travailles dans un service de psychiatrie, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, vraiment? Bien sûr, alors d'autant plus que, je peux en parler puisque je travaille dans un service donc qui est, un service hospitalier à l'hôpital, Saint-Antoine qui en fait c'est assez, particulier on peut dire puisque c'est un service de psychiatrie dans un hôpital, général. Donc c'est pas un hôpital psychiatrique, donc souvent c'est un peu déjà la première découverte pour les gens, dire: «Ah bon, il y a des services de psychiatrie, dans un hôpital?» comme si finalement c'était même pas forcément des maladies, enfin que c'était complètement, une autre planète. Donc nous, à l'hôpital, le service d'au-dessus, c'est, l'orthopédie, le service d'en dessous, c'est, l'hématologie et si ce n'est que, notre service est, beaucoup plus délabré que, celui des autres spécialités. Donc ça, c'est encore un autre sujet, mais si ce n'est ça, on est dans le même fonctionnement, c'est-à-dire que, le personnel, infirmier, est le même, enfin est le même. Bien sûr, les infirmières sont affectées à un service, mais, on fonctionne sur le même mode que, les services, environnants. Donc il y a pas de grande distinction, c'est pas, justement cette idée un peu d'asile loin de la ville. Je veux dire, on est en plein Paris et la plupart des grands, hôpitaux parisiens, par exemple, ont des services de psychiatrie comme ça, en leur sein. Donc, déjà, c'est une première un peu, des découvertes, on va dire. Après, c'est vrai que sur ce qui est des conditions d'accueil dans les hôpitaux psychiatriques en France, on sait que, et ça, pour le coup, je pense que le constat de la profession, il est unanime. On aimerait que l'accueil puisse se faire dans des meilleures conditions. On aimerait que ce soit pas forcément justement, des hôpitaux, dans des états vétustes comme c'est aujourd'hui. On aimerait qu'il y ait un personnel en nombre, on aimerait que, ce soit, pas forcément les services, délaissés, abandonnés, avec lequel il y a pas de moyens. Pour le coup, c'est vrai que beaucoup de services sont en souffrance et donc c'est sûr que, en dehors du système des cliniques, c'est vrai que les hôpitaux publics en psychiatrie sont rarement, dans un état, très, satisfaisant. Donc ça, c'est un constat et c'est certain qu'on le prend, en compte. Après, il faut, je pense, avoir en tête que, contrairement aux idées reçues, les soins sous contrainte en France, ça concerne 5 de l'ensemble des soins. Donc,
Ces soins sous contrainte, ils existent, ils ont certaines indications, bien évidemment, mais c'est loin d'être la grande majorité, des soins en psychiatrie et puis au-delà de ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, mais que finalement, je sais que Gérard Garouste en a parlé, je sais que, beaucoup de personnes qui, ont du coup vécu de l'intérieur, l'hospitalisation en psychiatrie, donc ce qui, là, bien évidemment est précieux parce que pour le coup, moi j'y travaille, mais je prétends pas y vivre non plus, donc bien sûr que ma représentation elle est différente des usagers. Mais pour ceux qui l'ont vécu de l'intérieur, c'est vrai que souvent, disent qu'ils ont ressenti malgré justement le cadre et le décorum qu'on a dit qui est vraiment, perfectible, hein, ils ressentaient une certaine, douceur à l'intérieur du service, parce qu'effectivement, contrairement, aux idées reçues, le seul endroit où on «reproche pas» entre guillemets aux patients d'être fous, globalement, d'être malades, d'être déprimés, d'avoir des idées délirantes, de sortir un peu d'une certaine norme, c'est quand même le service de psychiatrie. Donc même si encore une fois, il ne s'agit pas de faire une peinture qui serait, paradisiaque, hein, de l'hospitalisation en psychiatrie, souvent dans ce que les patients disent, c'est ça la différence notable, c'est que même si, le cadre est affreux, pour le dire franchement, finalement, ils ressentent un certain, apaisement, notamment quand ils sont très, symptomatiques, très malades, très gênés, par le fait que, au moins on ne leur reproche pas ce qu'ils sont et ce pour le quoi ils sont atteints. Ce qui finalement, a l'air de tomber un peu sous le sens, mais qui malheureusement est quand même un des seuls espaces dans notre société où c'est le cas. Et justement, à propos de l'hospitalisation en service de psychiatrie, j'ai lu récemment que pas mal de patients avaient des réticences à dire un peu toute la vérité sur leurs symptômes à leur psychiatre, de peur justement que leur prise en charge se durcisse et qu'ils soient amenés à être hospitalisés. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois au quotidien parmi tes patients? Est-ce que tu te rends compte parfois que tes patients essayent de minimiser un peu leur situation pour éviter que tu n'ailles plus loin dans leur prise en charge? Bien sûr, ça c'est sûr que c'est, moi je fais beaucoup de consultations à l'hôpital, donc la plupart des personnes que je suis, ne sont pas hospitalisées, ont pu l'être à un moment, mais viennent me voir et puis repartent, la plupart du temps. Donc c'est forcément une question qui se pose, la question de la rechute, de la réhospitalisation. Je pense que c'est une question qui, fait vraiment partie du suivi. Je pense qu'il y a plusieurs éléments, à de réponse. Donc, déjà, il faut bien distinguer plusieurs cas qui va être, le cas d'un patient qu'on ne connaît pas aux urgences, par exemple, en temps de crise, où forcément on a beaucoup moins d'éléments pour prendre une décision vis-à-vis d'une hospitalisation et notamment sous contrainte si ça s'avère, nécessaire. Du cas d'un patient qu'on connaît bien, dont on a pu rencontrer la famille, dont, on peut se dire que voilà, si, ça va pas, on peut mettre en place un traitement et puis lui donner un rendez-vous rapproché. Chose qui, avec un patient dont on n'a aucune idée du contexte, dans lequel il évolue, est beaucoup plus compliqué, pour des raisons de lien aussi, qu'on et d'informations qu'on a par rapport à la situation. Donc ça, c'est sûr que ça peut, pour certains patients, être assez traumatique, l'hospitalisation sous contrainte et ça, il ne s'agit pas de le nier, notamment quand elle s'est faite justement, aux urgences, dans un cadre non préparé, avec si besoin, une contention ou, une injection de produits parce que, la personne était trop, malade pour accepter de prendre le traitement. Donc, c'est sûr que ça peut être des éléments assez, traumatiques. Je pense que le moyen de contourner ça, pour les patients qui l'ont eu, c'est d'en reparler après coup, notamment pour les patients qu'on suit sur le long cours et c'est ce qui est le plus intéressant, je trouve, dans le métier. Donc ça va être de justement, pouvoir, en reparler. Comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Est-ce qu'ils ont compris ce qui se passait? Est-ce qu'ils ont compris pourquoi on a pris la décision à ce moment-là? C'est vrai que la plupart du temps, heureusement, et bien sûr, bah, je parle des patients qui viennent me voir, donc par définition qui sont, dans les soins évidemment. Mais, même s'ils peuvent garder un souvenir assez compliqué de ce moment-là, le fait qu'ils aillent beaucoup mieux, justifie quand même finalement cette hospitalisation. Ils disent: «Bah oui, c'est vrai que, j'étais pas dans mon état normal, j'étais à 2 doigts de faire vraiment une grosse, "bêtise" entre guillemets pour parler d'un acte suicidaire et cetera». Donc finalement, ils comprennent au moins la logique, médicale qui a fait qu'à un moment, oui, c'était mieux qu'ils soient hospitalisés même s'ils étaient pas d'accord. Donc ça permet, je trouve, d'expliquer ça. En groupe de psychoéducation, c'est également quelque chose qu'on reprend en expliquant les motifs d'hospitalisation et puis aussi, en préparant un peu justement les signes d'une réhospitalisation
Après, bien évidemment que, certains patients et parfois, même, souvent, ça va être plutôt sur le ton de l'humour, vont pouvoir me dire: «Ah bah oui, ça, je sais pas si je vous le dis parce que bon, ça allait encore, me réhospitaliser» et cetera. Bon, déjà, quand c'est sous forme d'humour, c'est que, finalement, il y a un second degré et qu'on n'est pas, du coup, dans une situation, justement de péril imminent qui ferait, des soins sous contrainte. Et je trouve que la psychoéducation, le fait que le patient comprenne mieux ce qui lui arrive et aussi, la maladie fait que, c'est rare que, au bout de plusieurs temps d'évolution, le patient soit pas à même de lui-même juger quand est-ce que finalement, ça va pas et que du coup il doit être réhospitalisé. Donc, cette idée, des soins sous contrainte, c'est vrai que ça fait partie du dispositif bien évidemment. Mais, dans la plupart des cas, je trouve qu'on arrive quand même à désamorcer ces situations-là, problématiques. Après qu'un patient, dise pas tout ce qui lui passe par la tête à son psy, je trouve ça aussi, complètement, normal, bien évidemment. Mais, je trouve qu'on arrive quand même à désamorcer la plupart des situations vraiment problématiques. Alors concernant les traitements, notamment pour, la dépression, dans ton livre, tu dis que, environ la moitié des personnes qui sont, mises sous antidépresseurs ne correspondent pas aux critères diagnostiques de dépression, clinique caractérisée. Comment est-ce que tu expliques ça? Là aussi, il y a beaucoup d'éléments de réponse. En fait, on sait qu'en France, il y a, pas trop de personnes qui sont sous antidépresseurs. Contrairement aux idées reçues, on n'est pas le premier prescripteur d'antidépresseurs. On est 16e au niveau des pays de l'OCDE, donc finalement, c'est en dessous de la moyenne des pays, occidentaux. Par contre, on sait qu'il y a une certaine, proportion, il y a environ 30 des patients atteints de dépression qui vont pas avoir de traitement et à l'inverse, effectivement, 30 à 50 des patients qui n'ont pas de dépression, en tout cas qui n'ont pas de symptômes, qui justifieraient d'une dépression. Bien sûr, c'est des études et donc avec les limites que ça implique de repérage de dépression, par exemple, par entretien téléphonique et cetera. Mais bon, 30 à 50, on se dit que c'est quand même pas que des faux positifs, enfin des faux négatifs pour le coup, qui du coup n'ont pas enfin ont des antidépresseurs, mais ils n'ont pas de symptômes de dépression. Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, selon moi, c'est quand même le manque de formation des médecins généralistes. On sait que, 8 traitements sur 10 antidépresseurs en France sont prescrits par les généralistes et c'est souvent les premiers d'ailleurs à faire ce constat. La formation qu'ils ont reçue, initiale n'a pas été suffisante. Pour la plupart des médecins qui sont pas psychiatres, la psychiatrie, ça se résume à 1 mois de stage, au mieux en service de psychiatrie sur, les 10 ans de formation. Donc, forcément, en 1 mois, on imagine que, la formation, elle est assez réduite. Alors que, en médecine générale, les troubles psychiques, c'est quand même 30 des consultations. Donc clairement, les chiffres ne sont pas bons. Donc ça, c'est le 1er élément de réponse. Ensuite, le deuxième, je pense que c'est les difficultés d'accès aux soins. D'une part, parce que la plupart des structures publiques sont surchargées. D'autre part, parce qu'il y a aussi, je pense, un manque de lisibilité des structures qui découle du manque de formation. Mais par exemple, les généralistes, savent pas forcément comment adresser, un patient dans un centre médico-psychologique. Donc ils sont les centres, du système public de consultation ou, les XAPA qui vont être les centres en addictologie. Donc, je pense qu'il y a vraiment, un effort d'information qui devrait être fait, pour améliorer cette lisibilité-là et in fine, du coup, le repérage et l'indication à des traitements, en médecine générale et puis plus largement, on va dire au niveau de la prescription d'antidépresseurs. Ce qui est compliqué, c'est que non seulement des personnes en souffrance vont pas avoir le traitement et puis, vice versa, mais je pense que ça participe beaucoup et c'était le sujet de ma thèse de médecine, ça participe beaucoup à l'idée, je pense, d'inefficacité, qu'on attribue souvent aux antidépresseurs, parce que souvent on va confondre les antidépresseurs avec d'autres traitements, comme les anxiolytiques par exemple. Donc, finalement, on dit: «Oui, les antidépresseurs», des patients, c'est assez fréquent qui vont dire: «Oui, ah bah non, des antidépresseurs, j'en ai eu plein, j'ai eu du Valium, j'ai eu du Lexomil, j'ai eu, du diazépam, j'ai eu» et puis en fait on fait la liste, l'inventaire à l'après-vert, en fait, il y a pas un seul traitement antidépresseur dedans.
que des traitements hypnotiques, des somnifères ou des traitements, contre l'angoisse. Donc, finalement, on voit bien qu'il y a un manque d'informations aussi de la part des patients vis-à-vis de leur traitement. Donc ça, c'est le 1er, élément et donc la conséquence de tout ça, ça va être que, les personnes vont avoir une idée des traitements qui sont inefficaces alors qu'en fait, ils en ont pas eu ou alors que, ils en ont eu mais, que c'était pas, chez les personnes qui en bénéficieraient. Donc finalement, ça renforce cette idée de, maladie un peu floue et inexistante et du coup de traitement, inefficace et un peu, de confort, chose que ne sont pas, les antidépresseurs. On entend souvent parler aussi, les dernières années de la qualité des soins somatiques dont bénéficient, enfin justement dont ne bénéficient pas, les patients atteints de troubles psychiques. Comment est-ce que tu expliques que les personnes atteintes d'un trouble psychique soient finalement moins prises au sérieux par, les praticiens de médecine somatique et que du coup, ils aient une espérance de vie qui soit réduite en fait, de ce fait? Bien sûr, alors là aussi, il y a plusieurs éléments de réponse. C'est vrai que, il y a plusieurs études, mais une grosse étude australienne qui avait montré que, en gros, les patients atteints de troubles psychiques avaient une dizaine d'années d'espérance de vie en moins, que, la population comparable et que finalement les principales causes de décès, c'était les causes cardiovasculaires en un et en 2 les causes néoplasiques et que les causes, accidentelles ou de suicide n'arrivaient qu'en troisième position entre guillemets dans le sens où la plupart des patients, avaient une espérance de vie du coup réduite, par des éléments qui étaient indépendants de leur, maladie, psychique. Donc ça, c'est sûr que c'est une donnée qui est à prendre en compte. Je pense qu'elle a plusieurs, réponses. Heu, Déjà la stigmatisation dont sont victimes les patients, qui malheureusement est encore diffusée, dans tout le milieu, soignant, on va dire et on sait que même en psychiatrie, mais pour le coup quand même, en l'occurrence surtout en médecine, somatique où du coup, c'est des histoires qui malheureusement sont, trop fréquentes pour être anecdotiques, mais de, patients qui vont se présenter, avec une schizophrénie aux urgences, avec une douleur abdominale et on va leur dire: «Ah oui, ah bah, c'est encore lui, il est délirant», on va, vaguement le laisser un peu, végéter en salle d'attente en se disant qu'il va peut-être partir et puis finalement au moment où il est examiné, s'il est examiné correctement, on se rend compte que, et ben, il avait, une appendicite ou, une péritonite ou en tout cas une un trouble qui effectivement faisait qu'il était en grande souffrance. Donc ça, c'est, pour faire des gardes aux urgences, c'est vrai que c'est vraiment un dialogue en permanence qu'on doit avoir et qu'on explicite aux médecins urgentistes, et ensuite on prend une décision bien évidemment, avec eux. Mais je pense que d'une part, il y a ça, le fait que, leurs plaintes ne sont pas forcément prises au sérieux, en raison de la stigmatisation. Ensuite, là, pour le coup, il faut aussi bien sûr, balayer, devant, la porte un peu de, de la psychiatrie. Beaucoup de, médecins psychiatres ont peut-être un peu, lâché la rampe sur tout ce qui va être, somatique et finalement, ont pas forcément cette, formation, cet intérêt ou cette exigence, qu'ils devraient avoir vis-à-vis de la prise en charge somatique de leurs patients. Pourtant, on prescrit des médicaments, on est médecin et en plus on prescrit des médicaments qui peuvent avoir des effets sur la santé générale. Donc, les recommandations pour le coup de l'HAS sont, très claires. Elle stipule qu'un patient sous antipsychotique doit avoir un bilan sanguin régulièrement, une mesure, de son poids, de son périmètre abdominal et cetera. Donc, pour le coup, c'est vrai que ça, soit le psychiatre doit le faire, soit il doit s'assurer que quelqu'un d'autre le fasse, le médecin généraliste. Mais, on sait que c'est pas forcément toujours le cas. Je pense que les 2 principales raisons, de de ce mauvais traitement physique, elles sont là. Alors dans un autre, registre, tu évoques dans le cadre des troubles bipolaires, cette idée reçue qu'on peut avoir, sur, le lien qu'il peut y avoir entre, les phases maniaques ou hypomaniaques et la créativité, en citant notamment, Aristote qui disait, «Point de génie sans folie». Et du coup, en fait, ce lien, il est encore, fait aujourd'hui. Très souvent, on se dit, que la plupart des chanteurs justement, ou d'autres artistes, ont des troubles psychiques et que c'est justement pour ça qu'ils sont très créatifs parce qu'en fait, au final, ils dessinent ou ils chantent des choses qu'ils voient dans leur délire, et cetera.
Est-ce que c'est, une réalité, ce lien entre, des crises de santé psychique et la créativité ou est-ce que c'est un Bah, mythe? c'est une question qui est très intéressante et je vais encore faire une réponse de psychiatre, qui va être très, on va dire, avantages, inconvénients ou pro et contre. C'est effectivement assez, compliqué. On sait qu'il y a plus de troubles psychiques parmi les professions créatives, et artistiques. Après, on sait aussi que ça peut venir de plusieurs choses. Non seulement, le fait que, il y a des représentations, des artistes, vis-à-vis de leur santé mentale qui peuvent être délétères. Il y avait une étude, assez, intéressante qui montrait que, par exemple, ils avaient comparé donc, plusieurs professions créatives et ceux qui avaient le plus de dépression, par exemple, c'était les poètes. Bon, on se dit: «Est-ce que, écrire de la poésie, expose à plus de dépression?» Je suis pas certain, que la réponse, elle soit, cherchée au niveau, d'un IRM. Par contre, probablement que, un poète, qui va mal, on se dit: «Bah, c'est normal, il doit être sur une super phase, créative et quand il me parle de, en finir ou, que, le monde court à sa perte et ben, en fait, c'est génial». Donc je pense que les artistes, notamment les poètes, probablement ont cette idée reçue-là, eux-mêmes quand ils vont mal, mais l'entourage également, ce qui peut amener à des situations bien évidemment un peu, catastrophiques donc ça moi qui, cite et puis regarde beaucoup de biopics pardon et de documentaires, c'est ce qu'on voit par exemple dans le documentaire, McQueen, à propos du créateur de mode qui est décédé d'un suicide et qui en fait décrit ça à son équipe créative, une semaine avant, son suicide. Il propose comme idée, de défiler, en fait, une référence à un défilé qui avait fait sensation, à l'intérieur d'une boîte en verre, il me semble. Sauf que là, le final, il voulait, je crois qu'il propose, de, se faire sauter la cervelle, enfin quelque chose de hyper violent et l'équipe créative raconte ça, enfin dans le documentaire en tout cas, ses assistants racontent qu'effectivement, il leur avait dit ça la semaine d'avant et qu'eux s'étaient dit: «Ah, c'est vraiment quelque chose de très fort, de très poétique, de très politique», comme si, en fait, on parlait pas de quelqu'un qui vient de dire, qu'il comptait, mettre fin à ses jours, quoi et qui était un peu fasciné, aveuglé par, l'aura du créateur de génie, de l'enfant terrible, et c'était effectivement l'image qu'il avait dans le milieu de la mode britannique donc je pense qu'il y a vraiment cet effet de halo, un peu de fascination autour des troubles psychiques, dans les professions créatives qui finalement, a tendance quand même à pas mal, desservir les artistes. Parce que quand on interroge les artistes, tout à l'heure on a parlé de Garouste, c'est également, Sophie Calle qui est une artiste contemporaine que j'aime beaucoup qui, on lui pose souvent des questions autour de, la souffrance psychique et l'art, parce que c'est vrai qu'elle a utilisé beaucoup, ses ruptures sentimentales pour faire des œuvres, ou des deuils et elle dit, «Moi quand je fais des œuvres, je fais pas de la thérapie». Enfin globalement c'est un peu ça l'esprit donc cette idée de, pour créer, il faut être en forme et donc finalement, je pense que, ce que la plupart des artistes disent, c'est que, l'activité créative, c'est très exigeant, et que c'est pas quand on est, super mal qu'on fait des œuvres, incroyables. Que dans un second temps, ce soit utilisé, Emmanuel Carrère le dit également, c'est possible, ou Lady Gaga dans un autre registre, mais pour le coup, cette idée que, il faille absolument chercher la souffrance, et surtout ne pas la traiter, ne pas la prendre en charge pour être un bon artiste. Je pense que beaucoup, d'artistes justement s'y sont un peu, voire carrément brûlé les ailes avec des destins assez tragiques donc je pense que c'est un sujet qui est vraiment fascinant, mais sur lequel là aussi il y a beaucoup de pédagogie, à faire et d'essayer de changer un peu ces représentations. Sachant que, là aussi, comme on l'a vu dans le cinéma, aujourd'hui les artistes arrivent et tous les exemples que j'ai pu citer ou, heu, ou d'autres, c'est vrai que Lady Gaga par exemple qui, parle dans son dernier single d'un antipsychotique qui l'aide à créer parce que sinon son cerveau fait n'importe quoi. C'est sûr que c'est des prises de position qui font date, et qui montrent vraiment qu'il y a un changement là aussi,
autour des idées qui étaient véhiculées parce que, honnêtement, dans les années 80 ou 90, c'est on n'avait pas tellement de prise de parole comme ça et ça allait plutôt être: «Bah oui, pour être un bon artiste, c'est, cocaïne le matin et alcool toute la journée» et cetera donc je pense que là-dessus aussi les mentalités évoluent et plutôt dans le bon sens, dans le sens où, c'est ça va dans un sens qui me paraît, être quelque chose qui peut aider les personnes en souffrance, quoi. Le premier épisode du podcast était consacré aux troubles du comportement alimentaire. Et on avait, reçu, Coralie, une jeune femme de 28 ans qui souffre, d'anorexie et justement ces troubles du comportement alimentaire, on sait qu'ils sont essentiellement féminins et il y a environ 90 des patients qui souffrent de ce genre de troubles qui sont des femmes. Pourtant on sait que des hommes sont, atteints également, bien que moins souvent, hein, environ 10. Comment est-ce que tu expliques, cette, différence de prévalence de ces troubles, entre les sexes? Et est-ce que les troubles du comportement alimentaire chez les hommes suivent les mêmes schémas que chez les femmes? Ou est-ce que ce sont des troubles qui se manifestent différemment? Alors c'est des questions qui sont très intéressantes. Alors, je pense que pour, expliquer le sex ratio, donc, la prédominance féminine dans les troubles du comportement alimentaire, il y a beaucoup de pistes actuellement, autour de la compréhension et de l'origine des troubles, du comportement alimentaire. La plus, on va dire avancée, un peu novatrice, c'est quand même la piste génétique, qui expliquerait entre 50 et 60 du poids, de la maladie. Donc, dans ce poids génétique, probablement que le sexe, du coup, a également, un rôle, évidemment, puisqu'on le sait, pour les troubles de comportement alimentaire, mais pour la plupart des maladies, on sait que, il y a pas une répartition qui est forcément égale entre hommes et femmes. Après que ça puisse être également alimenté, par longtemps, enfin par, on va dire des aspects plus, culturels et sociologiques, autour d'un idéal, d'un corps féminin et cetera. C'est, je pense vrai également, puisque l'anorexie, la boulimie, comme la plupart des troubles psychiques, c'est une intersection entre, un risque génétique et puis un risque environnemental avec un risque individuel. À la fois les troubles du comportement alimentaire, ils sont décrits depuis, des milliers d'années, donc c'est pas non plus, né avec la dernière couverture, de mode évidemment, mais c'est sûr qu'il y a quand même une augmentation du nombre de cas qui a été décrit, ce qui pose la question effectivement de cette influence notamment de cet idéal, corporel féminin, inatteignable, très mince, très maigre et cetera. Ce qui va aussi dans ce sens de cette hypothèse, c'est effectivement les mutations qu'on est en train de voir, parmi les hommes, où longtemps l'anorexie, par exemple, masculine, était, considérée de mauvais pronostic et souvent elle était associée, en fait, à d'autres pathologies, notamment des formes de schizophrénie. Donc en fait, les personnes, ne, se nourrissaient pas parce qu'ils étaient extrêmement délirants et qu'ils pensaient que la nourriture était empoisonnée ou, qu'ils avaient des idées délirantes, des hallucinations que leur disaient de pas manger et cetera. Donc c'est sûr que c'était pas du tout les mêmes, profils, que, l'anorexique, au féminin, où pour le coup, c'est plutôt des cognitions qui vont être, du style de rechercher la minceur, à tout prix et finalement avoir un bien-être lié à la maigreur. Heu, pour le coup, c'est vrai que depuis, quelques années, il y a beaucoup de travaux, publiés sur, ce qu'on appelle la manorexie ou la bigorexie, qui est un concept assez intéressant, alors qui est assez, hem, flou dans le sens où il est à l'intersection entre les troubles du comportement alimentaire, les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs et les addictions, où en fait ça va pas être le même profil que chez les femmes où, il va y avoir une course à la minceur. Ça va être plutôt une, «course aux muscles» entre guillemets, dans le sens où les personnes vont pas, se peser par exemple frénétiquement dans le but de perdre du poids, mais au contraire, dans le but de gagner de la masse musculaire. Donc ils vont pas forcément se restreindre au niveau alimentaire en termes caloriques, mais pour le coup manger plutôt, hyperprotéiné. Et ça, c'est sûr que, la plupart des études sur le sujet, disent que, c'est probablement, là aussi l'évolution des standards, et ça, c'est sûr que si on regarde des films des années 70-80, on voit que le standard de, la musculature,
on va dire, d'un homme, de Blockbuster, c'est pas du tout la même qu'aujourd'hui, où, aujourd'hui c'est vrai que, il y a énormément d'images d'hommes hyper musclés, il y a pas mal d'études là-dessus sur les G.I. Joe, donc, les figurines pour, petits garçons qui avant étaient, bon, bah, plutôt, on va dire, plats et qui maintenant ont des, biceps, et des pectoraux, très proéminents et cetera. Donc pour le coup, il y a une influence effectivement, sociale, et culturelle là-dessus. Ce qui fait que, pour le coup, il y a vraiment ces nouveaux profils un peu d'hommes atteints de troubles du comportement alimentaire. Ce qui va aussi pour le coup dans l'hypothèse de, cette origine, voilà culturelle et pas uniquement, génétique, même si bien évidemment c'est une intrication entre les 2. Et concernant justement l'émergence de nouveaux profils, il me semble que tu t'intéresses aussi pas mal à la santé des millennials. Et est-ce que, d'après ton expérience, ta pratique clinique et de ce que tu en sais, cette génération est sujette à des troubles psychiques différents, ou qui se manifesteraient de manière différente de celle des autres générations? Pour l'instant, il n'y a pas de rupture, on va dire, sémiologique, il n'y a pas de nouvelles maladies où on se dirait: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» qu'on ne comprendrait pas et cetera. Parce que je pense que, enfin, c'est pas sur une génération qu'on verrait des mutations aussi importantes, parce que la psychiatrie n'est pas que, sociale, donc il y a aussi des invariants quand même, psychiques, bien évidemment. Après la grande différence avec les autres générations, c'est sûr que ça va être le, recours et l'influence des, réseaux sociaux et des écrans. Donc là, c'est vrai que la plupart des études, là-dessus vont se concentrer sur ce sujet. Ce qui fait que, là aussi, c'est une réponse très médicale, mais il va falloir du temps, avant de voir les effets, et surtout de pouvoir, attester scientifiquement de différences. Parce que c'est sûr que, savoir l'influence, des écrans, chez les tout petits, alors que, l'iPhone, je sais pas, il a quoi 15 ans, 10 ans? Bon, quelques années en tout cas, pas 50 ans. Donc on peut pas savoir, ce que 50 ans d'iPhone typiquement, ça peut faire. Bon, en ce moment évidemment avec la pandémie, ça pose encore aussi beaucoup, beaucoup, de questions sur lesquelles on peut pas tellement répondre. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que la particularité, ça va être effectivement, l'hyperconnexion et finalement l'usage, où, moi mon ressenti, c'est que finalement, les écrans et internet va être utilisé, comme une projection possible à un mal-être. Parce qu'un ado qui va mal, c'est sûr qu'il y a 30 ans, bah, il devait être, je sais pas, dans sa chambre à écouter, son Walkman. Bon, aujourd'hui, c'est sûr qu'un ado qui va mal, bah, il est sur internet comme tous les autres ados. Donc il y a peut-être eu un moment, certaine diabolisation des écrans et cetera là-dessus. C'est sûr que, il y a pas que des ados qui vont mal sur les réseaux sociaux, ça se saurait. Hem, Au contraire, cette génération, elle se saisit aussi des réseaux sociaux pour, bah, avoir aussi un soutien, pour, construire des communautés, pour, échanger sur des ressentis. Donc, je pense vraiment qu'il y a pas du tout que des aspects négatifs à cette connexion-là. Après, c'est sûr que, les études qui vont vraiment, rechercher la psychopathologie, derrière les réseaux sociaux vont montrer que, oui, par exemple sur les ados, qui ont un usage intensif d'écran, il y en a plus qui sont atteints de dépression, il y en a plus qui ont, des conflits familiaux et cetera. Donc, c'est plus un moyen d'expression et donc finalement un reflet de leur santé mentale plus que, quelque chose qui fera apparaître de nouvelles pathologies. Sous réserve, bien évidemment, que, des découvertes, nous montrent, le contraire et auquel cas, bien sûr, qu'il faudra l'intégrer. Mais pour l'instant, voilà, c'est plutôt ça, ce qu'on trouve dans la littérature et puis ce que je ressens, cliniquement. Tu as évoqué, à juste titre, le contexte sanitaire actuel, qui a bouleversé quand même pas mal, nos comportements au quotidien, et on a vu récemment que la pandémie avait augmenté notamment les comportements addictifs. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi, ce qu'on appelle les paradis artificiels, les drogues sous toutes leurs formes, avec substance ou les addictions même sans substance, sont au final une très mauvaise solution pour gérer l'anxiété qui est générée par la situation actuelle? Effectivement, c'est sûr que, les personnes qui vont être
plus vulnérables, plus soumises au stress, plus, atteintes d'affects dépressifs, voire même d'idées délirantes, vont avoir tendance à se retourner plus, vers les produits, psychotropes, et notamment l'alcool, le cannabis ou finalement le produit qu'elles vont avoir de disponible dans leur entourage et donc ça va vraiment varier en fonction du socius de la personne. Après, c'est sûr qu'en ce moment, on assiste à une vague ou un raz-de-marée, un tsunami, je sais plus trop quelle métaphore marine on peut utiliser. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes qui consultent. Tant mieux dans le sens où ça veut dire qu'au moins ils restent pas, seuls. Ceci dit, c'est sûr que, en ce moment, beaucoup de choses sont propices, à la consommation, que ce soit l'atmosphère anxiogène dans laquelle on vit, que ce soit l'inactivité pour un certain nombre des personnes, que ce soit l'isolement, également. Ce qui fait qu'on a des profils de personnes, bah, qui, ont du mal à s'abstenir de consommer seuls, qui vont, boire plus que de raison, qui vont, se tourner vers, des produits, des nouveaux produits de synthèse et cetera. Donc, c'est sûr que là aussi, c'est à la fois un marqueur d'une moins bonne santé, psychique, c'est certain. Ce qui est compliqué, c'est que, là aussi, c'est un peu le principe de la double peine. Pour les personnes qui sont vulnérables et qui vont se tourner vers, les produits, bien sûr, sur le court terme, ça va leur procurer un bien-être et un intérêt, hein. Sinon, si l'alcool, ne n'anxiolisait pas, si le cannabis, faisait pas dormir et si la cocaïne, donnait pas de l'énergie, personne, il y aurait pas de problème de consommation, il y aura pas de dépendance avec ces produits-là. Mais sur le moyen et long terme, au contraire, elles vont avoir tendance à aggraver, l'état de la personne, soit parce que ça va masquer certains symptômes, soit parce que finalement la plupart des produits sont toxiques, pour le cerveau et donc finalement vont aggraver, l'état de la personne jusqu'à des proportions qui peuvent être effectivement, dramatiques puisque la personne va non seulement avoir, bah, par exemple, un trouble bipolaire, mais en plus va devenir dépendante à l'alcool et on sait que ça va être plus difficile pour le coup de stabiliser les 2 troubles une fois que les 2 sont installés. On arrive au terme, de cet entretien. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, pour donner, une note d'espoir sur, l'avenir des représentations de la santé mentale dans la société et sur l'avenir de la psychiatrie de manière générale? Bien sûr, bah, je pense qu'on est à un moment qui est assez fascinant parce que et c'est ce que la pandémie révèle aussi, c'est que finalement la santé mentale, ça devient un sujet qui est tellement, présent, qui concerne tellement de personnes qu'on ne peut plus tellement, le mettre sous le tapis et puis, dire: «Ah bah oui, de toute façon, les gens tristes, c'est des gens qui sont faibles, il suffit de se secouer». Bon, après une année comme on vient de traverser, je pense que, tout le monde au cours de l'année a pu ressentir de l'angoisse, par rapport au futur, a pu se poser des questions sur sa santé, a pu, ressentir de la tristesse. Donc je pense que c'est aussi et c'est mon côté optimiste, mais voir ça comme une opportunité, pour arrêter justement de mettre, d'un côté les personnes malades et puis de l'autre, la société qui serait, soi-disant, saine ou normée. Donc ça, c'est le 1er élément d'espoir. Le second, c'est qu'on a une spécialité dans laquelle il y a encore beaucoup de découvertes à faire et pour le coup, ce qui génère beaucoup d'espoir, même si comme, je le disais, il y a encore bien sûr des choses à améliorer en termes de prise en charge. Bon, si on regarde comment on soignait la maladie mentale il y a, 60 ou 100 ans, bon, c'est sûr que, sans neuroleptique, la vie des personnes atteintes de syndrome psychotique, par exemple, était quand même, nettement plus compliquée et puis nettement plus, violente, clairement. Donc, il y a quand même une évolution qui, selon moi, va dans le bon sens et puis le troisième aspect, c'est justement, toute cette pop culture, mais au-delà de ça, que ce soit le milieu de la mode, où il y a eu beaucoup de prises de parole justement de personnes concernées, que ce soit, le monde de la beauté, que ce soit, le monde de l'entreprise, qui, je pense est peut-être, moins avant-gardiste et un peu plus, frileux sur ces sujets, mais qui va bien évidemment, je pense, finir par s'y mettre. On voit que c'est plus, uniquement, bon, ah, voilà, Mariah Carey qui parle de son trouble bipolaire et puis ensuite, silence radio, on passe au suivant et
Non, depuis que je m'intéresse au sujet, c'est vrai qu'il ne se passe pas, quasiment une semaine sans qu'il y ait une série intéressante ou un livre ou, une prise de parole de quelqu'un sur le sujet. Donc, pour le coup, là, le terme de raz-de-marée, je l'assume et je le revendique. Je pense que, on a un moment assez, fascinant. On n'a jamais été dans une société où c'était aussi facile de parler de la santé mentale. Et ça, évidemment, je trouve que c'est vraiment très pourvoyeur d'espoir. Merci Jean-Victor. Merci. Vous venez d'écouter Les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. La musique a été composée par Alex Rocher, les illustrations sont de Manon Combe. Si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous écrire à podcast@placedesciences.fr. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, si vous vous reconnaissez dans un témoignage ou ressentez un mal-être psychique et avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou à vous rapprocher des associations de patients. Des ressources sont également disponibles sur notre site placedesciences.fr. Merci encore et à très bientôt.